Sarah El Haïry, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Hélas, on doit commencer cette émission par cette triste nouvelle, le corps d'Elia Toledano, un otage franco-israélien. Son corps a été retrouvé à Gaza par les forces spéciales israéliennes. Que dire d'autre que partager la peine et être affligé? Partager la peine, mais surtout rappeler également, évidemment, qu'il y a d'autres otages qui sont encore retenus et que jusqu'au dernier, la mobilisation doit rester totale et que pour avoir la sécurité, pour avoir la paix, eh bien, il faut aller au bout. Il faut aller au bout et il faut aller récupérer chacun de ces otages. Je pense évidemment à leur famille. Je pense à Mia également qui avait un lien particulier. Mais évidemment, c'est des moments qui restent extrêmement douloureux et qui nous rappellent que le drame continue et qu'ils sont encore retenus. C'est aussi parce qu'il reste des otages là-bas qu'il faut attendre encore pour cette cérémonie d'hommage aux victimes françaises du 7 octobre que le président de la République a promis, mais pour laquelle on n'a pas de date encore. Je crois que la date arrivera et le plus difficile, c'est vrai, c'est de dire évidemment les familles qui ont endeuillé ont besoin de la mobilisation de toute la République, de toute la France, de rappeler que nous en avons perdu déjà beaucoup trop, mais il y a encore de l'espoir. Moi, je veux vivre avec cet espoir que les autres otages pourront rentrer à la maison, retrouver leur famille. Et dans le fond, un hommage, c'est d'une certaine manière parfois voilà, une date qui est posée, une page qui est tournée, mais elle ne se tournera jamais dans le cœur des familles, elle se tournera jamais. C'est une cicatrice qui est encore béante. Donc, dans le fond, gardons cette énergie pour permettre à tous ceux qui sont encore retenus de revenir, de rejoindre les siens. Et c'est toute la mobilisation de la France, aux côtés, évidemment, des amis et des frères israéliens. L'actualité, c'est encore pour quelques jours la loi immigration avec cette commission mixte paritaire qui va se réunir. Si le texte qui sort de cette CMP est très durci, très droitisé, que feront les députés du MoDem, votre famille ? Vous savez, les débats sont riches, sont vifs. Moi, ce qui est certain, c'est que cette loi, on en a besoin. Maintenant, cette loi, à la base, c'était un équilibre de fermeté nécessaire, parce que rappelons les choses, nous avons besoin de nouveaux outils juridiques nous permettant, eh bien, de raccompagner à la frontière des personnes qui sont dangereuses, dangereuses pour notre unité, dangereuses dans la vie quotidienne, en fait, de notre pays, qui ont trahi la tradition d'accueil de notre pays. Donc cette fermeté républicaine, elle ne vous dérange pas, hein. La fermeté, c'est aussi votre choix. Absolument. Nous avons besoin de fermeté. Nous avons besoin de nouveaux outils juridiques. C'est pour ça que nous posons cette loi. Pour plein de raisons. Pour les gendarmes, les policiers qui au quotidien doivent mettre en œuvre ces outils. Parce que dans le fond, quand tu trahis, tu t'en vas. Et on t'accompagne à partir. Mais de l'autre côté, il fallait aussi lever cette hypocrisie. Je pense évidemment aux métiers en tension sur un certain nombre de sujets. Et donc, une certaine humanité, mais je veux dire, assumée. Il faut sortir de la naïveté que nous pouvons avoir, en particulier pour des personnes qui travaillent. François Bayrou, vous avez remarqué quand même que ce texte, s'il sort de la CMP et qu'il passe, il n'y aura pas eu vraiment de débat de fond à l'Assemblée. C'est une première dans notre vie parlementaire. Ça manque. Ça va manquer. Ça va manquer en profondeur. Vous savez, moi, je suis parlementaire à la base. Et quand tu es élu député, quand tu te présentes devant les gens, dans le fond, tu es, ta responsabilité, ton gage, ta force, c'est d'aller débattre, d'aller pousser peut-être aussi parfois les oppositions dans leur retranchement, mais surtout de trouver ce point de consensus. Et à la fin, tu votes en conscience un point d'équilibre. Et en conscience, ça veut dire que le débat a eu lieu. Moi, je suis extrêmement triste d'avoir vu cette Assemblée nationale non pas repousser un texte, mais repousser le débat. Ils se sont juste privés du débat. Et c'est peut-être ça qui est peut-être le plus grand flou dans la période actuelle. En ayant célébré presque cette victoire d'avoir repoussé le texte, dans l'impression générale, en réalité c'est un faux, c'est un flou. Ils ont repoussé le débat. Et donc aujourd'hui le débat sera entre 17 parlementaires, 7 députés, 7 sénateurs. Moi j'espère que la sagesse présidera aux travaux et que dans le fond, le seul et unique objectif sera la protection des Français et pas de petits coups politiciens. Je pense qu'on en a assez soupé depuis quelques jours maintenant. Alors du côté des coups politiciens, certains en ont profité pour dire il faut dissoudre. Et d'ailleurs dans les sondages, les Français disent oui, pourquoi pas une dissolution, on a envie de revoter. Comment vous accueillez cette demande des Français ? Vous savez, moi ce que je vois, c'est que quand ils ont envoyé une majorité
pas complète, mais une majorité relative à l'Assemblée, c'est qu'ils nous ont envoyé un message en disant maintenant il faut construire. Il faut construire avec des oppositions, il faut construire avec des personnes qui ne partagent pas exclusivement le même projet. Et nous l'avons pris comme tel. Et depuis le début, nous avons voté plus de 50 textes en construisant des majorités nouvelles, parfois avec la droite, parfois avec la gauche. Mais nous avons réussi à faire ça. Sur ce texte en particulier, immigration, qui est nécessaire, eh bien, il y a une sorte de consensus entre les extrêmes qui fait que, hop, un texte nous échappe. La dissolution, dans le fond. On devrait jamais en avoir peur. C'est juste la confiance qui est renouvelée et qui est retrouvée par les urnes. Mais ça reste exclusivement la décision du président de la République qui, au moment nécessaire, puisque c'est un outil constitutionnel, pourra l'utiliser s'il le souhaite. Mais appeler à la dissolution, comme le fait aujourd'hui le Rassemblement national, c'est en réalité une sorte de leurre pour ne pas aller, dans le fond, assumer le fait qu'ils ont voté avec l'extrême gauche un texte qui était nécessaire, alors même que dans le fond, ils passent leur journée à appeler à plus de fermeté, à la régulation de l'immigration, ou encore à des outils supplémentaires pour les policiers et les gendarmes. Et ben, résultat des courses, ils se sont, d'une certaine manière, oui, ils ont accepté l'alliance avec LFI et l'extrême gauche. Et aujourd'hui, pour essayer de créer un nouveau leurre, eh bien, ils appellent à la dissolution. Parlons de votre portefeuille, la défense de la biodiversité. Vous pilotez une stratégie nationale pour cette biodiversité. Vous avez présenté d'ailleurs l'évolution de cette stratégie en Conseil des ministres cette semaine. Il y a un point qui inquiète beaucoup les élus, mais aussi les milieux économiques, c'est l'artificialisation des terrains, du territoire français. Vous luttez contre cette artificialisation, vous voulez la diviser par deux, et beaucoup disent on n'y arrivera pas. Comment les rassurer ? Vous savez, la zéro artificialisation des sols, c'est une loi qui a été débattue à l'Assemblée nationale, au Sénat, et qui a été même améliorée énormément par les sénateurs. Et on a trouvé des nouvelles avancées, surtout pour les territoires ruraux, parce que vous savez, c'est ces territoires qui n'ont pas beaucoup artificialisé et qui se retrouvent d'un coup en disant mais ça veut dire nous, notre développement, on va faire comment ? On va être contraints. Je voulais rappeler juste deux choses. Cette artificialisation des sols, c'est une des conséquences de l'effondrement de la biodiversité, parce que on étanchéfie les sols, donc en fait on tue d'une certaine manière la vie qu'il y a en dessous, on bloque le cycle de l'eau, et tout ça nous amène à se dire bon, il faut réduire d'ici 2030 de 50% et d'ici 2050 on sortir. Mais comment on le fait ? On le fait avec intelligence. C'est-à-dire qu'on accompagne d'abord les élus, les maires principalement, à choisir où est-ce qu'ils vont artificialiser ou pas, mais surtout c'est artificialisation nette. Et le mot magique dans cette loi, c'est net. C'est-à-dire que si demain, on dépollue une friche industrielle, si demain, on utilise une ancienne école qui aujourd'hui n'est plus utilisée, une ancienne usine, eh bien, on crée de la surface utilisable. C'est quoi la réflexion profonde ? On va pas courir derrière l'artificialisation de sols qui sont sains, parfois agricoles, parce que nous avons besoin de souveraineté alimentaire, par exemple. Mais on va d'abord utiliser ce qu'on a déjà artificialisé et donc créer de la surface nécessaire. Pour ça, il faut des moyens économiques et des moyens d'ingénierie. C'est pour ça qu'il y a par exemple le fonds vert avec plus de 2,5 milliards d'euros. Donc il ne faut pas avoir peur. Dans le fond, c'est pour nos enfants que nous le faisons et c'est pour préserver ce dont nous avons le plus besoin, ces services rendus par la nature. C'est aussi pour nos enfants et pour les papillons et les abeilles que vous voulez diminuer fortement l'usage des produits phytosanitaires. On a vu avec le glyphosate que c'était parfois très difficile. Les agriculteurs disent on n'a pas de solution de remplacement. Vous ne vous inquiétez pas de ce manque de progrès scientifique ? On a des débats qui sont aujourd'hui qui sont ouverts avec une consultation sur le plan éco-phyto, c'est-à-dire le plan qui doit réduire les pesticides. Moi, je ne démords pas de ça. Je pense qu'il faut absolument réduire et tenir nos objectifs de moins de 50%. J'entends les agriculteurs, bien sûr, qui disent qu'il y a des difficultés. Mais ces difficultés, on les dépasse et on sait les dépasser. Je vous rappelle juste, il y a quelques mois à peine, quelques années, tout le monde disait on ne pourra pas sortir du glyphosate dans les usages non agricoles. Aujourd'hui, il n'y a plus une goutte de glyphosate, ni sur les rails de la SNCF, ni dans nos cimetières, ni dans les collectivités. Demain, dans le monde agricole, il y en a qui font des transitions. Certes, ce n'est pas facile, c'est pour ça que nous investissons dans la recherche, mais moi j'ai été particulièrement déçue de la position européenne qui a été dans le fond assez conservatrice, alors même que nous avons besoin d'élan, nous avons besoin de ne pas créer de concurrence au sein du marché européen. Et là, pour le coup, eh bien moi, pour nos enfants, pour notre pays, pour notre souveraineté, je souhaite profondément que notre agriculture à nous française passe le pas de cette dépendance aux pesticides
en particulier, parce que ce sont nos nappes phréatiques qui sont concernées. Ce sont finalement, c'est notre biodiversité, c'est notre nature à nous qui est principalement, et la santé, bien sûr, des hommes et des femmes qui au quotidien travaillent avec ces produits. Alors à propos de la santé de nos enfants, si vous êtes à distance avec nous ce matin, c'est parce que vous attendez dans quelques jours, c'est imminent, un heureux événement. On vous en félicite, il fallait vous ménager ce matin. Vous avez annoncé votre grossesse, vous réalisez ce bébé par procréation médicalement assistée, vous allez l'accueillir avec votre compagne. La société française a très bien accueilli cette nouvelle, c'était presque un signe de pacification de notre société peut-être par rapport à cette révolution des mœurs qu'on a connue. C'est dans le fond notre projet de famille, c'est une proposition et un projet que moi j'ai porté même en tant qu'élue en 2017. Mais après l'évolution du droit, il faut accompagner l'évolution de la société dans le fond. Et pour que la société évolue, parfois il faut assumer de le dire. Ça n'a pas toujours été le cas, ça n'a pas toujours été aussi bien accueilli. Moi j'ai envie que notre petite fille, quand elle arrivera à l'école, que les mentalités évoluent, que dans le fond d'autres familles, quelle que soit d'ailleurs leur situation, parce que la PMA c'est une procédure d'accompagnement médical, on peut en avoir besoin en étant un couple hétérosexuel, en étant un couple homosexuel ou encore une femme seule aujourd'hui, que le regard change aussi. C'est pas facile, c'est pas quelque chose, c'est un processus médical qui est long, qui prend du temps, qui embarque aussi toute une famille, et au-delà de ça les familles des familles. Et nous avons simplement envie que ces évolutions dans les mœurs, dans notre société, le regard change aussi, du coup demain sur ces enfants, quel que soit le chemin qu'ont choisi les parents. Pour la vie. Beaucoup de jeunes, et notamment de jeunes femmes, disent non, on ne faut plus faire d'enfants dans le monde tel qu'il est, le réchauffement climatique, la guerre. On n'a pas le droit de faire un enfant dans un monde aussi terrible. Que dire pour les rassurer ? Je l'entends beaucoup trop profondément. Si nous on fait un bébé, c'est parce que dans le fond, moi j'ai foi en l'avenir quand même. Et, vous savez, j'ai la chance d'avoir 35 ans, d'avoir l'histoire qui est la mienne, d'être dans le gouvernement d'une des plus grandes puissances au monde. Et s'il y a quelque chose à faire, c'est bien nous qui pouvons la porter et la faire. Mais parce que la France a une place particulière dans le concert des nations. La COP28 le montre, pour l'écologie, de transformation du monde industriel, le monde de l'économie. Bien sûr, le monde est dangereux, mais parce que dans le fond, il y a toujours de l'espoir, parce que dans le fond, ça reste des hommes et des femmes qui le composent. Alors oui, je leur dis, ayez confiance en vous et en votre capacité à changer pour un monde meilleur. À Radio J, on aime beaucoup les bébés, n'est-ce pas Nicolas ? Alors on vous souhaite bon courage pour les jours qui viennent, et puis ça va être un grand moment de bonheur. Sarah El Haïry, merci et bonne journée. Merci Merci Christophe. Et puis ces jeunes femmes, elles ont beau voir la vie comme ça, c'est leur histoire. Voilà. Qu'est-ce que vous comme dirait Simone. En voiture, Simone. Bon week-end Christophe. Demain vous recevez, mais chez vous, pas du tout à la radio. Vous pouvez venir si vous voulez. Il y aura du gefilte fish. Et puis nous aurons Christopher Weisberg qui est un député des Français de l'étranger lundi matin. Lundi matin. Bon week-end Christophe. Radio J. Retrouvez le barbecue.